bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette rencontre. Ça me fait grand plaisir effectivement de partager avec vous mon travail, certains de mes travaux depuis plusieurs années. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter le plan de la présentation. Attendez que je retrouve. Voilà. Donc, plan de la présentation, on va commencer par quelques mots sur le locuteur, en l'occurrence moi. Les travaux que j'ai faits jusqu'à maintenant qui peuvent être directement pertinents pour la question de la gouvernance de l'eau. J'ai apporté deux éléments de problématique qui m'apparaissent particulièrement importants pour les enjeux qui nous intéressent. M'arrêter sur un exemple concret, comme je l'avais annoncé dans le tout petit résumé que j'ai fait parvenir aux organisateurs, organisatrices, et terminer par une série de petites remarques sur la communication. Donc, 20 minutes, c'est vite passé. Je pourrais parler pendant 1 heure. Je ne le ferai pas, mais bon, peut-être qu'au niveau des questions, je pourrais aller plus loin. Alors, commencer par me situer moi-même. Moi, je suis quelqu'un qui se situe dans ce qu'on appelle la philosophie pratique. Je la vois comme visant une meilleure compréhension des actions humaines et aussi une meilleure intervention par la suite, donc toujours sur des questions d'action humaine. C'est un travail qui présuppose forcément l'interdisciplinarité, puisque les problèmes d'action sont des problèmes complexes qui renvoient à une multiplicité de problèmes. Donc, il est évident qu'on a besoin des scientifiques de toutes sortes de secteurs pour nous aider dans ce processus. Maintenant, la philosophie pratique comme telle, elle se définit par un ensemble de questionnements, un questionnement éthique, un questionnement politique, mais aussi un questionnement économique et un questionnement argumentatif. Et comme je le disais précédemment, il faut aussi faire appel à des compétences extérieures. Dans mon cas, j'ai quand même travaillé pendant plusieurs années avec des chercheurs en communication. Alors, sans être diplômé en communication, j'ai quand même publié et fait des recherches nombreuses dans ce secteur. Et c'est vrai aussi en sciences de l'environnement. Donc, je suis de ce côté-ci moi-même emprunteur, si vous voulez, de ces apports disciplinaires. Comme projet de recherche un peu marquant que j'ai pu mener, il y en a eu un avec FRQSC qui portait sur la gouvernance de l'eau au Québec, où on s'était centré avec une équipe en droit, en administration, géographie et autres, sur les enjeux spécifiquement de la gouvernance au plan des OBV, donc des organismes de bassin versant, qui est quand même un niveau particulier de gouvernance de l'eau au Québec et ailleurs aussi, bien sûr. J'ai publié un certain nombre de papiers assez importants, en quantité à tout le moins, je pense en qualité aussi, sur des questions comme le dissentiment, le désaccord, le consensus, la gouvernance, la gestion de l'eau, l'éthique et la communication. Donc, j'ai des intérêts pour ce qu'on appelle la communication organisationnelle en particulier, donc d'où la référence au groupe ici. Et à ce qui concerne la communication de type argumentatif ou de type rhétorique. Donc, ce sont des constantes à l'intérieur de mes recherches. Il y a eu une expérience que j'ai menée pendant 6 ans où j'ai été impliqué dans ce qu'on peut appeler une gouvernance locale de l'eau, peut-être par opposition avec une gouvernance régionale, qui était le cas de l'OBV dont on parlait tout à l'heure. En fait, j'ai été membre d'un comité de lac, membre de CA, président d'une association de lacs en Estrie. Ceci a duré pendant plusieurs années. Je vais parler de ceci en particulier. Comme exemple concret, je discuterai de ce cas-là. Il y a une publication afférente qui rentre un peu plus dans les détails, qui a été faite sur Science Presse, donc c'est accessible. Ça s'appelle tout simplement Gouvernance environnementale, la place de la communication au besoin. Vous pourrez vous y référer. Et plus récemment, donc là, je suis en train de terminer un projet avec Isabelle Thomas, qui est professeure d'urbanisme à l'Université de Montréal. C'est un projet de recherche-action en adaptation au changement climatique. Et ça se déroule au niveau d'une MRC, en l'occurrence, c'est celle de Manfred-Magog, donc dans l'Estrie. C'est un projet qui est financé par Ouranos, Mitax, la MRC elle-même et aussi le Centre Sèvres. Et donc, même si dans ce projet-là, on n'est pas, à strictement parler, axé uniquement sur la question de la gouvernance de l'eau, on verra qu'il y a des liens à faire aussi par rapport à ça. Et bien sûr, je suis membre de Centro et aussi du RISC, le regroupement sur les inondations. Je vais commencer par des éléments de problématique. Alors, vous verrez que c'est surtout du texte que je vous présente.
Je travaille beaucoup au niveau conceptuel, hein. C'est peut-être le propre des philosophes jusqu'à un certain point. Donc, le conceptuel, ben, souvent, il se formule par écrit. Donc, il y a un certain nombre d'éléments déjà à préciser sur la théorie de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend par là en général? Donc, c'est la situation où on s'aperçoit, dans le fond, que les prises de décision importantes qui structurent la vie collective ne sont pas simplement le fait du gouvernement, mais ce n'est pas non plus d'abandonner complètement, si vous voulez, le contrôle des biens communs à des entreprises privées dans des versions, par exemple, néolibérales de la gouvernance qui existent, qu'on peut documenter. C'est pas dans ce cadre-là que moi je me situe. Alors, il y a bien sûr une vaste littérature sur cette question de la gouvernance qui est souvent peu connue, qui vaut la peine de creuser un tout petit peu. Moi, je pense avoir développé une conception originale de ça. Je parle d'une conception politique de la gouvernance où, oui, on reconnaît que le pouvoir est vastement distribué dans la société, donc il n'est pas concentré dans un État. Mais en même temps, je pense qu'il faut que l'État de droit conserve un rôle central de coordination et porte une responsabilité particulière par rapport à des enjeux communs. Donc, j'ai théorisé ça un peu plus dans certains textes. Dans la bibliographie, à la fin, on aura les références plus précises. Donc, l'idée, bien sûr, dans une approche de gouvernance, c'est de favoriser la participation des acteurs de la société civile aux prises de décision. Mais ça ne veut pas dire de voir que l'État se déchargerait de ses responsabilités. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'ouvrir la chose politique aux acteurs qui ne sont ni fonctionnaires ni élus, c'est-à-dire permettre justement que ces acteurs de la société civile participent au processus de prise de décision qui sont ceux de l'État, dans la mesure où c'est possible. Ce qui est typique des problèmes de gouvernance, c'est le fait qu'ils vont impliquer donc plusieurs acteurs et forcément plusieurs groupes. Ce n'est pas simplement des acteurs individués ou individualisés, ce sont des groupes. Donc, d'où la notion de polycentricité à laquelle un certain nombre d'économistes comme Vincent et Eleanor Ostrom ont référé dans plusieurs publications. On a affaire à un processus polycentrique. Il faut être capable de mettre en jeu l'ensemble des acteurs pertinents sur une question donnée. Automatiquement, on se retrouve dans des contextes où il y a plusieurs niveaux différents de complexité sociale qui se recoupent et on n'est pas en mesure, même si on tente d'en tenir compte le plus possible, puis d'intégrer les préoccupations des niveaux les uns par rapport aux autres. En même temps, on ne peut pas traiter tous les niveaux en même temps. On est obligé d'y aller sur des axes spécifiques. Dans les deux exemples que je donnais tout à l'heure, j'étais d'un côté à un niveau local avec un comité de lac et de l'autre côté à un niveau régional, que ce soit avec la MRC ou que ce soit avec un OBV. Autre élément de problématique que je veux mobiliser ici, c'est la question des discours experts. Donc, évidemment, on est avisé que ça existe, des discours experts. Bon, le Centro, je pense, est très riche en expertise scientifique en tout genre. Bien sûr, des ingénieurs, des hydrologues, des hydrogéologues, des limnologistes, mais pourquoi pas aussi des spécialistes en télédétection, des biologistes, des écologues, des géographes, des juristes. Bref, c'est un ensemble très vaste de gens qui ont des formations poussées dans des secteurs d'expertise. C'est un peu mon auditoire d'aujourd'hui. Le développement de l'expertise, c'est massif dans notre façon de traiter les problèmes. C'est très lié à la question de la division du travail. La division du travail, c'est un phénomène social important qui s'est mis en place à partir de la fin de la révolution industrielle, surtout. Bon, ça a commencé avant, bien évidemment. On est dans un régime systématique de division du travail. Max Weber, sociologue, Émile Durkheim, Ford dans les sciences de la gestion ont parlé de ça amplement. Évidemment, diviser le travail, se spécialiser, ça a beaucoup d'intérêt, mais ça implique aussi des problèmes, c'est-à-dire que ça amène le développement d'un jargon, donc des langages très, très spécialisés, non accessibles pour les non-initiés, et ce qui entraîne aussi des problèmes de recevabilité des discours. Et bien sûr, dans la mesure où les démonstrations scientifiques produisent des inférences qui vont se retrouver comme hyper codées au niveau disciplinaire, dans la mesure où précisément chaque discipline arrive avec son codage particulier, qu'on a affaire à une pluralité de codages qui ne s'identifient pas les uns avec les autres, ben, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des discours qui sont moins accessibles et qui deviennent plus difficilement vérifiables par les tiers, dans la mesure où
Les tiers ne possèdent pas ces langages codés. Donc, ça demande aux scientifiques un effort particulier d'expliciter ces présupposés qui sont souvent inconnus à l'extérieur des groupes spécialisés qui sont intéressés. Et quel est l'enjeu central de ça d'un point de vue citoyen? C'est que le discours des sciences soit repris et approprié le plus largement possible. Si on ne fait pas attention à cette dimension-là, on se retrouve avec des dérives de perte de crédibilité du discours scientifique qui peuvent être très néfastes à court, moyen et long terme. Je pense qu'on a des exemples assez frappants qui peuvent nous venir rapidement de positions où, dans le fond, on se met à douter de la valeur du savoir scientifique. Tout ça parce qu'on n'a pas nécessairement fait le travail requis pour qu'il y ait une appropriation adéquate de la connaissance scientifique. Alors, ceci étant dit, j'en viens maintenant à mon cas concret, donc ce comité de lac, cette association de propriétaires dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est l'histoire, là, je vais raconter une histoire dans laquelle j'ai été impliqué moi-même, et je tente d'être le plus équitable et adéquat possible dans ma narration. Donc, c'est une histoire de chalet estrien, donc sur le bord d'un petit lac écologique. On parle d'une quarantaine de résidences, un acériculteur, diverses résidences, une association de propriétaires qui, typiquement dans ce genre de milieu, s'occupe de chemins, barrages, du lac et de la qualité de l'eau. Et c'est un lac qui est situé en tête de bassin, donc la chance peut-être de ne pas recevoir l'ensemble des affluents possibles et imaginables. Donc, lors des assemblées citoyennes, donc il y a plus de 10 ans, ce dont on entendait beaucoup parler, c'était la question du potamo, qui était très envahissant sur le lac. Comme vous savez, c'est une plante aquatique. Donc, on avait des prises de parole nombreuses de l'ordre de la plainte, où, dans le fond, ce qui nous intéressait, c'était vite de trouver des solutions techniques à ces problèmes. Et ça a duré pendant plusieurs années. Et il y avait aussi une sorte d'effet démobilisateur de ce genre de discours. Un propos souvent catastrophiste, très axé bien sûr sur la valeur des propriétés, ou dans le fond les actions à considérer et qui s'imposaient comme normalement à l'ordre du jour, c'était des corvées d'arrachage ou de coupe de potamou chaque été, le faux cardage du potamou, le transport en chaloupe, la mise en caisson pour ensuite envoyer ça au compostage. Donc ça a été une première phase comme ça. Après quelques années, l'implication de certaines personnes, dont moi, je ne le cacherai pas, mais je n'ai pas été le seul là-dedans, où on a commencé à remarquer qu'il n'y avait quand même pas d'algues bleues dans notre lac, que finalement, la quantité totale de plantes était peut-être pas si élevée que certains le disaient. Et là, on a commencé à faire appel à des gens. Justement, le besoin d'analyse, alors faire le point, tenter de dégager des pistes d'action pour essayer de réfléchir ça d'une manière un peu plus sérieuse sur le moyen et le long terme. Donc, il y a des nouvelles personnes qui s'impliquent, le ton devient moins sombre, on arrive plus à un point de vue, je dirais, d'action mûrement pesée qui a été reprise par plusieurs. Et c'est quelque chose de partagé par beaucoup. Les positions des uns se renforcent avec les positions des autres. Donc, dans la mesure où on parle de ces choses-là d'une manière un peu différente, on impose progressivement un ton différent à la discussion. Formation d'un comité de l'eau qui va suivre le processus, qui va s'approprier les discussions, un certain nombre de documents techniques dans le but donc de favoriser que l'ensemble du groupe partage cette compréhension un peu plus informée. Alors, le CA va inviter un biologiste qui va donner des bases en limnologie. On va faire une couple de journées de réflexion avec diapos, avec des questions-réponses. Il y a un conseil d'experts qui va être demandé à un moment donné pour des propositions plus détaillées. Là, on va parler de favoriser l'aération du lac, de revégétaliser les berges, chose que la municipalité elle-même avait mise de l'avant en même temps. On fait une commission spéciale pour étudier la valeur des propositions d'un contracteur et finalement, on rejette cette offre-là. On fait venir quelqu'un du rappel qui nous explique l'histoire des plantes aquatiques au sud du Québec, auxquelles faire attention, comment réguler leur présence. Après, on fait appel au COGESAF pour avoir plus de données historiques sur la situation, de bonnes bases de données. Donc, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir des compétences qui étaient présentes dans le groupe,
le groupe va chercher des expertises externes pour développer ses propres expertises afin d'être capable de prendre les meilleures décisions au fur et à mesure dans le dossier pour le faire avancer dans la bonne direction. Donc, ce que ça produit, les leçons qu'on peut tirer de ça, bon, il est possible d'avoir une appropriation du discours scientifique. On l'a vérifié, nous, sur plusieurs années. Ça intervient dans un processus citoyen de gouvernance. Ça peut se faire aussi à d'autres niveaux, bien sûr, au niveau d'un OBV ou d'une région. Dans la MRC, sur laquelle je me suis impliqué depuis quelques années, on a vécu le même processus. Un certain nombre de gens connaissaient très peu le dossier, se familiarisent avec les questions, interviennent, se posent des questions, etc. On a assisté dans le cas du lac donc à une transformation de la compréhension des acteurs où on passe, pourrait-on dire, pour simplifier les choses, de la posture de propriétaire affligé à celle de co-responsable d'un bien commun. Ça se fait progressivement, en même temps qu'il y a le développement d'une conscience écologique. On prend conscience de la question des intrants, on prend conscience aussi d'une temporalité plus longue au niveau des citoyens. Évidemment, c'est un processus qui se continue, qui n'est jamais terminé. Ça pourrait être poussé plus loin. Les problèmes de base demeurent. Disons que la conscience générale est meilleure. On a fait du progrès, mais c'est une chose qui est à poursuivre par ailleurs. Des exemples comme celui-là, il y en a plein sur le Québec actuellement, avec des succès moyens, avec des résultats qu'il s'agirait de discuter. Il y a très, très peu d'études qui portent sur cela. On se demande pourquoi. Moi-même, j'ai participé à un papier que Nicolas Milot avait lancé avec Laurent Lepage. On a fait un petit papier sur les OBV, mais en fait, pour ce qui est des expériences au niveau très, très local, comme celle dont je parle ici, la documentation n'est vraiment pas à bon ordre. Je voudrais maintenant attirer l'attention sur un problème généralisé. Donc, si on discute de gouvernance de l'eau, le problème central que j'ai identifié à plusieurs reprises, c'est le besoin de lieux de référence partagés. Donc, quand on a un OBV, un ZIP, un petit comité de lac, un comité de gestion côtière ou des ensembles plus vastes comme la CNI, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'on a à tout le moins un espace de référence qui est partagé. Ceci est une condition nécessaire pour qu'on puisse s'asseoir puis travailler en gouvernance ensemble. Mais en même temps, ça se fait toujours dans un contexte de fragmentation et de recoupement, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais des overlaps, c'est-à-dire l'un embarque sur l'autre, des différentes juridictions et des organisations, et ça caractérise la vie humaine qui est une vie en groupe. Donc, les humains ont besoin de références communes, de groupes à l'intérieur desquels travailler. Et on va se retrouver avec une disjonction fondamentale entre l'eau, d'une part, qui est considérée comme ressource commune, ce qu'on peut appeler une common pool resource au sens de l'école de Bloomington, à la fois en tant que puits, c'est-à-dire en tant que ressource dont on a besoin, et en tant qu'évier, c'est-à-dire système d'éjection, et avec les distinctions qui sont faites bon, autant que possible entre les deux. Là. Mais ce double niveau-là est en disjonction, de son côté, avec les organisations politiques ou privées qu'on va qualifier d'acteurs de l'eau qui sont concernés. Donc, si on veut traiter de gouvernance, on est renvoyé à une prise en charge de réseaux spécifiques d'acteurs qui vont être en recoupement les uns avec les autres. Ils peuvent être identifiables avec leurs éléments, mais ils ne seront pas isolables à 100%. Donc, on travaille sur des ensembles, des sous-ensembles sociaux qu'il s'agit de définir dans un premier temps, qui ne s'imposent pas nécessairement d'eux-mêmes. Donc, pour traiter ce genre de problème, il n'y a pas de panacée, il n'y en a aucune. L'une des clés pour avancer un peu, c'est peut-être la communication, qu'on prend souvent pour acquise. Il faut en revoir un peu les principaux aspects, ce que je vais faire dans les quelques minutes qui me restent. Ça n'enlève absolument pas la donne politique, économique et institutionnelle avec ses lourdeurs spécifiques dont je viens de parler. Mais ceci étant dit, il reste que la communication, même dans ces conditions particulières, largement monopolisées par certains acteurs majeurs, ben, ça demeure un essentiel et un point incontournable de discussion. Et à l'intérieur de tout ça, ce qui arrive souvent, c'est que l'appartenance au groupe précisément qui nous définissent peut facilement être perdue de vue et être supposée évidente. Alors moi, je ramène ces questions-là. Quels sont nos collectifs de référence et comment définissent-ils les discours et les pensées des acteurs singuliers? Puis le lien avec la question de l'expertise, il se trouve dans le fait que les expertises
Elle se développe précisément dans des groupes, elle se développe dans des écoles, dans des organisations qui nous donnent de partager certaines caractéristiques disciplinaires particulières. Donc, si on en vient à la communication, rapidement, on en a souvent une vision simple et pauvre. En fait, pour la plupart des gens, on est resté au modèle télégraphique de Shannon et Weaver, qui étaient deux ingénieurs chez Bell, États-Unis, dans les années 40. Les messages, transmission, bruit, canal, etc. Donc, une vision complètement qu'on a appelée télégraphique, où on pense que le simple fait d'émettre un message suffit, qu'il soit reçu, ça suffit. Ça suffit certainement dans bien des contextes machines, là, mais la communication humaine est plus riche. Elle va demander de l'interprétation. Elle va demander beaucoup d'écoute. Elle va supposer que les locuteurs pensent sérieusement aux personnes à qui elle ou elle parle, c'est-à-dire les destinataires, qui peuvent aussi être des interlocuteurs, donc la considération des gens à qui on s'adresse. Ça suppose aussi de vouloir travailler ensemble. Une communication qui a du bon sens présuppose cela. Elle est impossible sans des interactions nombreuses, car c'est ce qu'elle est, une interaction créatrice de sens à la base, la communication. Donc, il faut donc repenser cette pratique de communication selon plusieurs paramètres. L'expression de ses idées, la discussion, la réflexion partagée. Si on veut que les connaissances deviennent communes, il faut créer ce type d'espace. Et nous avons très peu de savoir de la discussion. Les gens n'apprennent plus vraiment à discuter. Enfin, il y a des exceptions à ça, mais il faut encore remettre sur le métier cette question-là. Il y a une composante de création de sens, donc au sens du sense-making, c'est-à-dire on fait sens des événements qui se produisent. Il faut que les choses prennent du sens pour les acteurs. S'ils n'en prennent pas, si ces choses ne prennent pas de sens pour les acteurs, il n'y aura pas d'action qui va s'en suivre. Il y a un facteur temps, il y a un facteur espace qui est requis, il y a une structuration de processus qui est requise. Il y a une composante coopération dans la communication. John Dewey a montré ça dans son bouquin de 1925 depuis longtemps. Communiquer, c'est mettre en commun, c'est coopérer, c'est agir ensemble. Et souvent, quand on ne se comprend pas, c'est qu'on ne veut pas les mêmes choses, on ne va pas dans le même sens. Allez relire, s'il vous plaît, Expérience et nature de John Dewey pour plus de détails. Il y a une composante aussi d'organisation dans la communication. Si on veut s'organiser, il faut communiquer. Il n'y a pas à s'en sortir. C'est la seule façon d'y arriver. L'organisation elle-même est impossible en raison de la communication et par elle. Si maintenant on revient sur cette question de l'expertise, j'ai mentionné le fait que les discours experts ne sont pas facilement communicables et compréhensibles pour les non-experts, qui peuvent par ailleurs avoir d'autres savoirs. C'est là que moi, je fais intervenir la notion d'expertise de terrain qui viennent compléter les expertises développées en laboratoire, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les expertises patentées, là, des universitaires, des professionnels en exercice et tout ça. Là. Mais il y a aussi des expertises de terrain qu'il faut être capable d'aller chercher. On peut voir nos espaces de gouvernance un peu comme des forums hybrides au sens de Calon, Lacombe et Barthes déjà en 2000. Il faut que les secondes s'appuient sur les premières si on veut obtenir des résultats. C'est-à-dire que nos expertises patentées d'universitaires et de scientifiques ont besoin continuellement des expertises de terrain si on veut travailler en gouvernance. C'est ce qu'on a fait dans le cas de la MRC de Memphremagog. C'est aussi ce qu'on avait fait au lac où j'étais impliqué précédemment. Il faut penser aussi que, mis à part quelques éléments de base, les interlocuteurs ne disposent pas du vocabulaire, des outils conceptuels et des connaissances des autres, surtout quand on fait entrer en jeu des experts. Et bien sûr, on a besoin d'une connaissance qui est partagée. Ça serait optimal. Ça pourrait servir de base à des pistes d'action communes. Mais pour avoir une connaissance partagée, il faut aussi avoir un questionnement qui est commun. Donc, et ça on l'oublie très souvent, c'est qu'on pense que les réponses qu'on a à offrir fonctionnent par elles-mêmes. Non, s'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de réponse. Donc, si vos acteurs n'ont pas une question, ce que vous allez dire ne produira pas de signification pour eux. Il faut commencer par faire naître un questionnement qui peut être partagé. Tout ça va demander, bien sûr, une pratique de l'écoute, qui va aller de pair avec une ouverture au questionnement mutuel, non pas seulement notre questionnement, mais aussi celui de nos partenaires dans les processus de gouvernance.
Et il ne faut jamais oublier que le fait de rendre accessible son propre savoir, ça n'a pas pour effet de nous diminuer personnellement. C'est le contraire. Donc, d'ailleurs, comme professeur ou chercheur, on devrait avoir compris ça, me semble-t-il. Bon, je sais qu'on n'est pas tous là, mais il y a un gain aussi à partager nos connaissances. Donc, il faudrait que chacune se rende mieux conscient du caractère plus ou moins fermé de son discours et de son propre besoin d'être décodé et donc interprété et compris. Umberto Eco nous a expliqué ça depuis bien des années dans des ouvrages comme Lector in Fabula, L'œuvre ouverte. On ira voir ces choses-là. Donc, il faut se souvenir que les discours ont le plus besoin d'être traduits et souvent plusieurs fois. Je rappelle, c'est à l'intérieur de groupes que les spécialisations, les expertises et les spécificités discursives se développent. Les efforts de communication sont facilités si on est mieux conscient des identités de groupe concernés, dans le cas où elles existent. Et on est membre de groupe, qu'on le veuille ou pas, même si on n'est pas mandaté à cet effet. Donc, un animateur, une bonne animateur ou animatrice de groupe impliquant plusieurs types de professionnels devrait aider à reformuler certains énoncés experts dans des langages plus vernaculaires, c'est-à-dire précisément opérer cette traduction dont je parlais tout à l'heure. En fait, plusieurs traductions sont constamment possibles et nécessaires. Donc, pour conclure brièvement, au fond, on a bien des éléments qui nous indiquent que les chantiers de l'eau, on va continuer de s'en occuper, c'est très important. On en a pour plusieurs années, qu'il s'agisse des zoonoses, qu'il s'agisse d'inondations ou d'adaptation au changement climatique. Donc, dans toutes ces questions-là, il y a des expériences de gouvernance qui sont actuelles ou qui peuvent être construites et ensuite documentées. Mais là, justement, où on a des besoins importants, je pense, en recherche sur la gouvernance, c'est de documenter les expériences. Donc, plus on va documenter les expériences, plus on va être en mesure aussi d'en voir les limites dans certains cas, et donc de les compléter, puis d'en rectifier éventuellement le contenu. Voilà, ça terminerait ma présentation. Je vous en remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, Alain. C'était vraiment très intéressant comme présentation. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la présentation de M. Letourneau sur le site de Centro au courant de la journée. Pardon, je vais activer ma caméra. Donc, c'est maintenant la période de questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Seule chose, Alain, je vais t'inviter à lire les questions des participants avant de répondre pour que les gens qui vont visionner la vidéo par la suite puissent comprendre le contexte. Je vois une question, si tu me permets, Jean. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'avais formulée. Quand on parle de groupe, est-ce que ça peut également inclure l'âge, le sexe, etc.? Bien sûr, la théorie des groupes, elle est vraiment multifonction. Elle peut être manipulée de toutes sortes de manières. Il se peut très bien que certaines caractéristiques d'âge ou de sexe dans une certaine communication publique soient très importantes. Je pense qu'en général, ça l'est important, mais il y a des cas où ça l'est encore plus que d'autres. Euh, et donc, je ne sais pas si ça répond suffisamment. Bien, oui, merci. Merci. Je vois aussi une question de Peter. Bonjour Peter, en passant. Dans les discussions, j'ai l'impression qu'on entend souvent les points plutôt extrêmes. Est-ce que ça ne limite pas le niveau d'une discussion? Alors ça, c'est une question intéressante et assez importante. Quand la discussion est très, très polarisée, ça produit effectivement des phénomènes de distorsion dans l'échange. Et ces phénomènes de distorsion sont nombreux. Parfois, ça va avoir pour effet de renforcer encore plus le caractère extrême des positions des uns et des autres. Et souvent également, la charge éventuellement émotionnelle assez lourde qui va se retrouver dans les communications à ce moment-là va avoir pour effet d'occulter des positions diverses, autres, qui sont perdues de vue parce qu'on est trop polarisé par des extrêmes. C'est là qu'il est important
garder sa quiétude d'esprit, je dirais, et d'être attentif au fait que ce qui apparaît éventuellement comme des options évidentes ou allant de soi, c'est pas nécessairement le cas, mais faut faire attention à ça. C'est-à-dire que parfois, on se fait prendre dans ce qu'on appelle le sophisme du faux dilemme, c'est-à-dire qu'on aurait le choix seulement entre A ou B. Ouais, mais des fois, il y a d'autres choses que A ou B. Ou il y a d'autres choses que A et non A. Bon. Mais ça, faut se donner une petite distance de réflexion. Là. Je ne sais pas, Peter, si ça répond. Merci. J'avais une autre question par rapport à la communication des OBV avec le secteur privé. Avez-vous noté des enjeux spécieux? Ça, c'est un spécieux. Est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire spécieux? Je comprends pas trop, là. En vieux français, ça voulait dire une chose, mais là, je ne sais pas trop. Je pense qu'elle aurait écrit en bas, Alain, c'est spécifique. Ah, spécifique, je m'excuse. OK, merci. Merci pour la précision. C'est simplement la prise de parole, je dirais, décidée de certains individus qui se mettent poliment mais fermement à contredire des points de vue que je pourrais rapidement qualifier de populistes ou d'un peu mal informés, qui ne sont pas nécessairement avisés de tous les aspects d'une problématique. C'est quelqu'un qui arrive avec sur un ton pathétique, catastrophiste et souvent vaguement agressif, mais pas tellement bien informé. Il faut aussi le courage de ce qu'on appelle en rhétorique et en argumentation la réfutation, c'est-à-dire se mettre debout puis dire le contraire de ce que la personne vient de dire en expliquant pourquoi. Et ça, c'est très important. Il y a un caractère extrêmement stratégique de ça. Il ne faut pas le faire en attaquant la personne. Il faut le faire en respectant la crédibilité morale de la personne. Il faut reconnaître la valeur de la contribution, même si on n'est pas d'accord avec tous les éléments de cette contribution. Mais il faut gérer ça adéquatement d'un point de vue communicationnel, mais à un moment donné, quand la personne est dans le champ, elle est dans le champ. Et si on ne lui dit pas, mais on n'aide pas à clarifier la discussion. Je ne sais pas si ça répond. Oui, merci. Merci. C'est une excellente question en passant. Où est-ce qu'on en est ensuite dans ça? Bon. J'ai une très bonne question aussi de Laureline. Je n'avais pas mentionné Annie avant, mais bon, là, je suis rendu à Laureline. Donc, comment distinguer la concertation de la négociation, qui inclut toutes deux des parties prenantes dans une prise de décision de politique publique? Y a-t-il des différences? Oui, bien sûr, parce que, bon, une négociation, à proprement parler, on pourrait dire, c'est une forme de communication extrêmement réglée. Si on pense, par exemple, à la négociation d'une convention collective, en général, il y a des procédures assez bien établies d'une négociation. On s'attend à un certain nombre de coûts typiques à l'intérieur d'une négociation, où il y a des éléments qui vont être mis de l'avant par chaque partie, de manière claire. Et on sait bien que c'est un jeu de va-et-vient, de relative transparence, mais qui va aboutir à un moment donné à des... On va formuler des planchers. En tout cas, il y a toutes sortes de stratégies possibles. Il n'y a pas qu'une seule façon de mener une négociation. Il y a des bouquins spécialisés là-dessus. Quand on est en concertation, c'est vraiment des gens, puis à la différence d'une négo. Une négo, en général, il y a deux parties. Il y a par exemple une partie patronale et une partie syndicale. Une concertation, il peut y avoir 4, 5, 6, 7 parties qui décident de se concerter mutuellement. Donc, si elles se concertent, c'est qu'elles veulent connaître les opinions des uns et des autres. Elles vont devoir définir ensemble, en cours de route,
ce sur quoi elles discutent, comment elles vont le faire. C'est beaucoup plus ouvert comme processus. Mais l'idée même de se concerter implique la volonté de s'entendre sur quelque chose. Bon, et la façon de structurer un processus de concertation est complètement différente de ce qu'est une négociation. Mais je pense que c'est plus facile de bien repérer les spécificités de la négociation quand on étudie les manuels qui portent là-dessus. Là, puis si on ouvre les bouquins en concertation, on va s'apercevoir que c'est complètement autre chose. Et il y en a aussi. Il y en a. Si vous voulez, je pourrais vous donner l'une ou l'autre référence. Là. Alors, le désaccord, comment ne pas la confondre? Ça, c'est Gabriel qui demande ceci. Comment penser le désaccord dans une discussion? Comment ne pas la confondre avec l'impression que l'autre ne nous entend pas? C'est une bonne question. Dans certains cas, on peut avoir une situation où on ne nous entend pas, au sens où on n'aurait pas compris. Moi, je suis obligé d'interpréter un petit peu la question, là. Pour moi, quand Gabriel dit que l'autre ne nous entend pas, ça veut dire que l'autre n'a pas compris notre position. C'est sûr que si l'autre n'a pas compris notre position, le mieux c'est nous, mais bien on s'est mal exprimé, le mieux c'est lui qui ne veut pas comprendre. À moins qu'il y ait d'autres raisons. Là. Bon. Mais supposons qu'il ne nous a pas bien compris, mais là, on ne peut pas vraiment parler de désaccord dans un cas comme celui-là. Donc, la solution consiste à faire entendre à l'autre qu'on a l'impression que la personne ne nous a pas bien compris. Donc, je m'excuse, mais peut-être que je me suis mal exprimé. Voici ce que je voulais dire et reformuler son idée. Parce que pour parler de désaccord, on peut parler de désaccord, il y a plusieurs formes de désaccord. Moi, je peux avoir une opinion A et vous doutez de ma position. C'est déjà une forme assez faible de désaccord. Mais il peut aussi y avoir moi, je prends la position A et vous prenez la position inverse. Vous soutenez la position inverse. Ça, c'est une forme de désaccord plus importante que si vous êtes juste un petit peu dubitatif par rapport à ma position et que, dans le fond, en étant dubitatif, peut-être que vous m'appelez à m'expliquer davantage et à justifier davantage ma position. Mais alors que on peut être vraiment d'opinion franchement opposée. Donc, si on est d'opinion franchement opposée, c'est parce qu'on se comprend. C'est parce qu'on s'est compris, là. Mais on n'est juste pas d'accord. Ça arrive. À ce moment-là, ben, on fait ce qu'on peut avec cette situation-là. On essaie de trouver un... Quand on est en situation de désaccord et qu'on a des raisons de continuer le travail avec cette personne-là, il faut trouver un autre terrain d'accord. C'est la piste sur laquelle... On va essayer de faire un pont sur quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? Non, c'est du cas par cas. Je ne sais pas si ça répond. Bon. Alors, comment valoriser les travaux de concertation? Oui, Laureline qui pose cette question. Je pense que pour bien les valoriser, il faut les structurer, il faut les mettre en place, il faut les rendre disponibles. Donc, tout ceci prend des ressources. Mais moi, je pense que quand les conditions sont requises, qu'on est prêt à mobiliser les ressources pour une concertation, les gens, en général, sont contents d'entrer dans un processus, à condition que ce soit sérieux, là, puis qu'ils ont l'impression que c'est pas n'importe quoi qu'on est en train de faire avec eux. Là. Mais les gens à qui on offre la possibilité de participer, il y a des gens que ça ne les intéressera jamais, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent participer, qui veulent s'impliquer. La question, c'est est-ce qu'on leur offre les espaces pour le faire? Donc, à ce moment-là, mais effectivement, ça demande une valorisation politique de la concertation. Puis ça demande des investissements conséquents dans le secteur. Mais c'est sûr que ça représente des coûts. Alors, il faut qu'on essaie de faire comprendre à nos décideurs que les bénéfices d'une concertation vont être plus importants que les coûts. Même si on ne fait pas un calcul là, très arithmétique de la chose, là, il reste que il y a quelque chose comme ça.
OK. Alexandre qui demande ceci. Je comprends que la gouvernance de l'eau est une gestion des cours d'eau par un groupe d'individus ou de citoyens hétérogènes. S'agit-il d'un cas unique de gestion par rapport à d'autres secteurs où les citoyens ont moins de pouvoir décisionnel? Ouais. Il y a deux volets dans cette question-là, à mon avis. Il y a deux phrases d'ailleurs. Donc, bon, la gouvernance de l'eau est-elle une gestion des cours d'eau par un groupe d'individus ou de citoyens hétérogènes? La gouvernance de l'eau, elle se déploie à beaucoup de niveaux différents. La Commission mixte internationale, c'est une instance de gouvernance de l'eau. En l'occurrence, il y a des représentants des juridictions concernées, deux États-nations, qui sont le Canada et les États-Unis, puis les États riverains américains et deux provinces. Bon. Et plus, évidemment, l'appel à des groupes, après ça, la CNI va chercher d'autres gens, bon, etc. Alors, c'est pas juste des citoyens hétérogènes, puis dans le cas des organismes de bassin versant, c'est pas non plus des citoyens hétérogènes, dans le sens que la politique nationale de l'eau précise le genre de personnes qu'on veut avoir sur les organismes de bassin versant. Il y a 3 de tel secteur municipal, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans tout ça. Allez voir la politique nationale de l'eau au gouvernement du Québec 2002. Vous allez trouver ça. C'est vraiment structuré. D'ailleurs, ça a été revu à quelques reprises. Bon. Les citoyens interviennent là-dedans en tant qu'ils sont membres de l'une ou l'autre instance qui est prévue dans le cadre de gouvernance prévu. Si on parle d'un comité de lac, ben là, c'est un comité de lac, effectivement, c'est des riverains, mais on peut parler de gouvernance à tous ces niveaux-là. Là. Ça se joue à plusieurs niveaux, la gouvernance. Après ça, ben, je pense que dans le domaine pour le deuxième volet de votre question, Alexandre, je pense que dans le domaine de la forêt, on a déjà eu des velléités au Québec de faire une gouvernance de la forêt. Où est-ce qu'on est rendu là-dedans? On pourra s'en reparler une fois qu'on discutera de ça. Là. Mais dans d'autres contrées sur la planète, il y a une gouvernance des forêts effective, bien documentée, en Asie, en Afrique. Plein de pays sur Terre font effectivement de la gouvernance de la forêt avec les parties prenantes locales. C'est pas juste la question de l'eau. Ça se voit aussi pour les pêcheries, ça se voit aussi à plein de niveaux différents. Et pas seulement pour la question de l'eau. D'accord. Laureline qui revient pour un même sujet, étiage, inondation. Il existe parfois plusieurs articles scientifiques proposant des schémas de concertation pour fixer des limites, règles. Comment sont perçus ces articles par les décideurs? Est-ce qu'il faut faire des schémas types de concertation par sujet? Excellente question. Après, je dirais, il faut vraiment voir là, une des questions que ça pose, votre question, c'est quel rapport les décideurs ont-ils exactement à ces différents articles? Bon. Est-ce que les décideurs sont des grands lecteurs des revues scientifiques sur la question qui nous intéresse ici? Je ne sais pas. Là. Il faudrait voir auprès des décideurs, hein, et puis lesquels. Après ça, on pourrait avoir un échantillon de décideurs, puis leur donner quelques exemples, puis les faire parler là-dessus. Là. Des schémotypes de concertation par sujet, je trouve ça intéressant. Mais oui, on pourrait très bien. Il faut avoir un souci d'accessibilité par rapport à ça, que ce soit lisible, justement par des gens qui ne sont pas des spécialistes dans les domaines trop pointus. Ça, il y a Caroline qui me pose une question. Bonjour Caroline, en passant. Donc, dans les demandes de financement, on demande de mettre des indicateurs SMART en lien avec les actions. Comment peut-on mesurer le succès d'une concertation? On regarde souvent le taux de participation, mais cela ne me semble pas un indicateur fiable. Ah, c'est une excellente question. Bon, quand on parle quand on est dans les demandes de financement, c'est sûr que quand le financement public est offert à quelqu'un,
La dernière chose qu'on veut, c'est que cette personne-là fasse n'importe quoi, puis que, bon, ça finisse là. Donc, on va vouloir, en bout de piste, aller mesurer ce qui est fait. Et là, on essaie de se donner des indicateurs de mesure pour être capable de faire quelque chose, de dire, bon, ben oui, on va être capable de cocher un certain nombre de critères. Là, dire, bon, critère 1 rempli, critère 2 rempli, critère 3 rempli à moitié. Après ça, les indicateurs SMART, il faudrait aller les voir en spécifique. Là. Maintenant, le succès d'une concertation, ben, premièrement, est-ce que la concertation a eu lieu, oui ou non? Première question à se poser. Même, allons à la question 0. Est-ce qu'il y avait une chicane au départ? Premier problème. Est-ce qu'il y avait un désaccord? Est-ce qu'il y avait... On était dans une bisbille, là, c'est quoi? Bon. Est-ce que... Première question. Alors, si oui, deuxième question, est-ce qu'on a mis en place un processus de concertation? Oui ou non? Bon, si on a mis en place un processus de concertation, ça, c'est déjà un grand progrès. Donc, cocher la case, là, par opposition à la situation où il n'y avait pas de concertation. Hein? Tant que les gens se concertent, ils ne sont pas en train de se lancer des roches, ils ne sont pas en train de casser les vitres du voisin. Bon, très bien. Alors, après ça, y a-t-il eu des prises de décision qui s'en sont suivies, oui ou non, qui auraient été le résultat de la concertation? OK? Parce qu'il faut avoir une concertation, ça se concerte, comprends-tu, là, pendant des années, puis il ne sort rien de cette affaire-là. Bon, est-ce qu'il y a des décisions? OK? Lesquelles? Bon, très bien. On est rendu, on a déjà coché un autre point, là. Puis après ça, l'évaluation de ces décisions-là. Mais avant d'évaluer les décisions, il faut commencer par les mettre en place. Parce que tu ne peux pas évaluer une décision dans les airs comme ça. Quand elle sera réalisée, on l'aura implémentée, cette décision-là, cette mesure-là, on pourra se demander jusqu'à quel point on l'a effectivement implémentée de manière satisfaisante. Puis là, on va devoir la regarder à deux niveaux. Est-ce qu'on l'a implémentée telle qu'on l'avait mise de l'avant? Puis ensuite, qu'en est-il des résultats obtenus par la mise en place de cette mesure-là? Donc, ça peut pas, la mesure, là, elle ne se fera pas comme ça, comme ça. Là. Ça va s'inscrire dans une temporalité. Alors, si on est prêt à accepter ça, moi, je n'ai pas de problème. Il faut le prendre dans la temporalité, effectivement. Puis pas s'imaginer qu'on va avoir des résultats magiques après 2 secondes. C'est souvent parce que les gens, ils veulent du rendement à court terme, là, puis ils regardent bien le rendement à court terme. Sur les processus qui nous intéressent, là, c'est pas du court terme, c'est du moyen-long terme. Enfin, c'est ma réponse. Là. On pourra en discuter davantage plus tard. Alors, Laureline m'arrive avec MELCC et OBV. Oui, d'accord. Ben oui, le ministère de l'Environnement. Puis après ça, le changement climatique et puis les OBV. Donc, ça va. Voilà. Il y a Kim Frigon qui nous pose une question. Comment coordonner l'approche sectorielle et intersectorielle pour arriver à une bonne gestion des eaux? C'est une foutue de bonne question. Je m'excuse de l'expression, là. C'est une très bonne question. Prenez par exemple, sectoriel et intersectoriel. J'allais vous dire, prenez par exemple l'histoire des organismes de bassin versant et des ZIP, donc des zones d'intervention privilégiées, bon, protégées. C'est deux niveaux différents hein, d'intervention de gouvernance de l'eau. Puis, tant qu'à ça, il y a les comités de gestion côtière là, dans les zones à érosion forte. Là. Donc, tout ce qui est, par exemple, la Gaspésie, les maritimes et tout le reste. Ça, c'est déjà des organismes qui travaillent sur des unités différentes, des bouts de fleuves, des territoires, des lacs. Bon. Déjà, ça, c'est. Et puis, il y a certaines rencontres, là, puis oui, là, on collabore, puis tout ça, mais chacun est un peu dévoué à son territoire, puis c'est normal aussi, là. On ne peut pas être sûr que
14 territoires en même temps. Maintenant, si on parle de sectoriel versus intersectoriel, par exemple, je ne sais pas, moi, au niveau des OBV, ils ont le ROBVQ au Québec. Donc, ils ont un organisme qui permet la collaboration entre chacun des OBV. Mais jusqu'à quel point l'ensemble des types d'organismes qu'on a, je peux pas, en fait, je peux pas vous faire un état exact des collaborations existantes, par exemple, entre les ZIP et les OBV. Il faudrait poser la question à ces gens-là. Probablement quelqu'un du ROBVQ ou quelqu'un de la coordination des ZIP au niveau national. Évidemment, dans le cas des ZIP et des OBV, on a la diptyque fédérale provinciale aussi qui rentre en ligne de compte, qui est toujours un peu particulière, puisque le fleuve ne relève pas de la province. Donc, mais c'est ça, on est dans des enjeux politiques aussi. Là. Fait que, c'est comme, tu sais, même entre l'équivalent des organismes de bassin au Québec et leur équivalent, disons, en Ontario, qui sont les Conservation Authorities, ben, il y a un peu de rapport, mais en même temps, ça reste des univers organisationnels assez autonomes les uns des autres. Quoique ce serait intéressant qu'il y ait plus de collaboration, effectivement. Mais c'est un défi, il faut le mettre sur l'ordre du jour, il faut le structurer, il faut que ce soit une priorité, il faut qu'on le fait, puis on met les ressources. Puis, bon. Caroline, qui me revient avec un merci, et dit aussi, est-ce que l'unanimité doit être visée pour assurer le succès d'une action issue d'une concertation? Première chose à dire, c'est que l'unanimité, c'est quand tout le monde est exactement du même avis sur une question donnée, bien sûr. Bon. Le consensus, c'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est l'opinion largement minoritaire qui a vraiment le dessus, qui s'impose et par rapport à laquelle il n'y a pas vraiment d'opposition structurée. Donc, vous pouvez très bien avoir, mettons, un groupe de 100 personnes, puis on sait que il y a une opinion qui s'est développée. Tout le monde qui a pris la parole sur la question ont été d'accord avec ça, ont renforcé l'idée partagée. Mais on ne peut pas parler pour autant d'unanimité parce que tout le monde ne s'est pas prononcé sur la question. Il y a peut-être des gens qui secrètement ne sont pas d'accord, ont décidé de ne pas en parler. Donc, ça, c'est déjà deux choses différentes. Donc, la réponse est non. On n'a pas besoin d'avoir l'unanimité pour fonctionner dans une concertation. Mais on a certainement besoin d'avoir la masse importante des gens qui vont dans la même direction. Puis, on ne pourra pas parler d'entente d'un collectif si on a vraiment un groupe important qui s'oppose. À partir du moment où on a cette situation-là, on ne peut pas parler de consensus. On a une situation d'opinion partagée. On va essayer de vivre avec cette situation-là. Alors après ça, est-ce que le succès va malgré tout être possible? Si le groupe de référence se donne une règle majoritarienne, oui. Si le groupe veut fonctionner par majorité, c'est la seule chose. C'est parce que l'exigence de consensus est évidemment plus élevée que l'exigence de majorité. Je ne sais pas si ça répond. Sylvain me demande, ou nous demande à tous, nous arrivons à une étape où la gestion par silo devra devenir transversale. Je suis bien d'accord, Sylvain, avec toi. On est là-dedans, la question de la transversalité, arrêter de fonctionner en silo. Si ça ne fait pas 20 ans que j'entends parler de ça, là, j'en ai jamais entendu parler à la date. Ça veut dire que, bon, c'est pas d'hier non plus qu'on dit ça, là. Est-ce qu'on a beaucoup avancé? On a peut-être avancé quand même un petit peu, mais il reste beaucoup à faire parce que je reviens à mon vieil enjeu de la spécialisation et du taylorisme et de la vision de la division du travail. On n'a pas d'idée jusqu'à quel point c'était fondamental dans le développement de notre civilisation occidentale. C'est extraordinaire ce que ça nous a permis de faire. Le développement industriel, tous nos succès économiques, même nos succès scientifiques les plus grands sont le résultat du travail en silo. Il ne faut pas oublier ça.
la division du travail, la sectorisation des problèmes, la spécialisation sur une question particulière, ça a donné des résultats extraordinaires. Mais là, actuellement, on atteint une limite de cette affaire-là parce qu'on on s'aperçoit trop bien du fait qu'on ne peut plus fonctionner en isolant les problèmes les uns les autres. Et ça pose des problèmes méthodologiques immenses. Puis on n'est pas sorti de ça. Hein. On n'est pas sorti de ça. Faut continuer de travailler là-dessus. Imaginer des façons de le faire qui soient efficaces. On parle d'interdisciplinarité. C'est bien facile de parler d'interdisciplinarité. Mais travailler en interdisciplinarité, c'est pas facile du tout. C'est loin d'être facile. C'est une tâche difficile. Fait que c'est ça. C'est comme diraient les anglo-saxons, it's an ongoing process. On continue, puis on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs, on essaie de faire mieux la fois suivante. C'est vraiment comme ça. C'est pas évident. Rebecca qui nous demande travaille apparemment pour Au Secours. Bon. Intersectoriel étant peut-être des usagers différents, récréo-touristiques, de protection, agriculteurs et industriels, comment assurer une bonne gestion avec tous ces intervenants? Ben, il faut commencer par les prendre en compte précisément en tant qu'ils sont des acteurs du secteur récréo-touristique, qui sont du secteur de protection, par exemple de la faune, je ne sais pas, qui sont des agriculteurs et qui sont des industriels. Non, c'est pas facile. Parce que là, c'est pas simplement, bien sûr, ça va au-delà du problème de l'interdisciplinarité. Hein. Tantôt, je parlais de la difficulté de l'interdisciplinarité. Oui, ça existe, le problème de l'interdisciplinarité. C'est le problème de la collaboration entre des disciplines différentes. Moi, par exemple, je suis un philosophe, j'ai fait histoire des religions dans mon passé, etc. Bon, je suis pas un hydrologue, là. Pas un hydrologue. Je peux m'ouvrir les oreilles puis les yeux le plus possible, là, mais je vais pas devenir un hydrologue demain matin, là. C'est impossible. Donc, mais ça, c'est juste disciplinaire. Alors que là, quand on parle d'enjeux comme ceux-ci, alors, des acteurs du secteur récréo-touristique, c'est pas juste une question disciplinaire, c'est une question d'agir professionnel. Même chose avec les agriculteurs, même chose avec les industriels. C'est de l'agir professionnel lié à des intérêts de production, des intérêts économiques, liés à du travail, lié à des emplois, lié à des rémunérations, à des ressources matérielles. Ça va beaucoup plus loin. Donc, il faut prendre ça en compte. Là, ces gens-là, c'est pas, sont pas là pour pelleter des nuages. Là, sont, bon, ils veulent travailler ils peuvent très bien vouloir travailler en concertation. Mais on est obligé de tenir compte de là où ils sont situés aussi comme agents intéressés dans des entreprises de production X, Y, Z. C'est un enjeu majeur. Alors, une bonne gestion, ça ne sera pas si évident que ça de faire une bonne gestion. Parce que la vision habituelle du gestionnaire, c'est que tu as quelqu'un qui est le gestionnaire. Hein, puis les autres, ils sont gérés par le gestionnaire. Mais quand on met de l'avant une approche de gouvernance participative, comme j'ai essayé de l'exposer tout à l'heure, c'est pas ça, là. On parle de polycentricité. La notion de polycentricité, elle veut dire qu'il y a plusieurs centres de référence. C'est ça que ça veut dire. Polycentrique. Il y a plusieurs centres de référence, donc il faut que tu prennes en compte les autres acteurs, non pas en tant que tu as besoin de les gérer, mais en tant qu'ils sont eux-mêmes un centre de prise de décision, qui ont quelque chose à dire dans un processus plus vaste. Hein? Donc, la question, c'est est-ce qu'ils partagent les valeurs de cette entreprise plus vaste et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour cette entreprise plus vaste? Donc, et ça devient, si on veut garder le mot gestion, il faudrait parler à ce moment-là d'une co-gestion élargie à plusieurs parties, mais ça pose des défis importants au niveau pratique. Et Dominique, tiens, bonjour Dominique. Le commenter sur le consensus étant l'opinion largement minoritaire est intéressant et peut-être pessimiste. Non, Dominique, je regrette, je ne comprends pas la question. Est-ce que tu veux prendre la parole pour m'expliquer?
OK. Alors, il y a Peter qui nous dit, je dois partir. Ben, salut, c'était le fun. Merci, à la prochaine. Aïda qui nous dit, pour le cas des bassins versants internationaux, on a souvent remarqué que les États riverains ont des intérêts divergents concernant le partage des ressources en eau, exemple du Nil avec l'Égypte et l'Éthiopie. Est-ce que ce facteur ne contribuerait pas à réduire les possibilités de négociation entre les États riverains? Ça, c'est complètement important, ce que tu mentionnes là, Aïda. C'est d'une importance tellement magnifique, là, extraordinaire et problématique en même temps. Il y a d'excellents bouquins, des recherches importantes qui sont faites sur ça. Les négociations internationales sur certains bassins versants partagés, comme le Nil, Égypte, Éthiopie, ben oui. Puis Pakistan et Inde aussi. Puis, bon, puis l'Afrique également, l'Afrique centrale. C'est majeur. C'est des histoires qui se poursuivent pendant des années. Il y a des traités qui sont établis. Hein, on installe des régimes de gouvernance, hein, le mieux possible, qui sont datés à une certaine époque. Là, les gens fonctionnent avec ça. Puis à un moment donné, ben, la situation change. Et puis avec les changements climatiques, on sait que c'est majeur, les transformations qui sont en cours. Mais ça, pour avancer là-dedans, il faut vraiment y aller au cas par cas. Il faut prendre, OK, on s'intéresse au Nil, bon, ben, on va sortir, c'est quoi les ententes de gouvernance, c'est quoi les régimes de gouvernance sur le Nil, c'est quoi les signataires de cette affaire-là, quelles ont été les grandes étapes, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Il faut y aller comme ça. C'est la même affaire avec le Pakistan. Mais c'est des conflits importants. L'amont puis l'aval, dans ces régions-là, c'est des questions de vie ou de mort. C'est pas compliqué, là.